Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer plutôt un gros morceau puisqu'on va pas discuter de manière très synthétique, bien évidemment, du rôle de l'État dans l'économie et des relations entre ces deux entités. Alors il s'agit d'un survol, hein, mais je pense que je vais amener quelques points importants pour le débat et en tout cas essayer de clarifier quelque chose. Euh, Parce que dans ce débat, en gros, on a deux vues totalement opposées, totalement idiotes et absurdes l'une et l'autre, comme souvent d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais les gens souvent, il faut toujours qu'ils soient extrémistes, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de juste milieu. Et quand il y a un juste milieu, bah, c'est plutôt par fainéantise et par paresse que parce que la personne sait faire la part des choses. Il y a un juste milieu, mais c'est juste que voilà, il est modéré dans tout. Tel individu est modéré, bon voilà, et donc en fait, il accepterait tout, quoi. Et à l'opposé, donc vous avez les extrémistes, ceux qui pensent que l'État il doit s'immiscer partout, prendre lui-même des initiatives sur initiative, et les autres, les libertariens, on les appelle aux États-Unis, qui pensent que l'État, son rôle, bah, c'est juste de s'occuper de la police et de laisser le privé s'occuper entièrement de l'économie. Donc bien sûr, les deux positions sont tout aussi idiotes l'une que l'autre. Donc, on va essayer de clarifier pourquoi en voyant déjà où est-ce que l'État est plus important et où est-ce qu'il peut être carrément nuisible, en avançant des arguments, ce qui est un peu rare dans ce débat, somme toute. Mais d'abord, souvent le raisonnement qu'on entend, c'est que l'État récemment, les États-nations ont perdu beaucoup de pouvoir au profit du privé, qu'il y a eu un changement hein, dans l'économie mondiale, et maintenant c'est si vous voulez, la puissance de l'argent qui règne entièrement sur l'économie. Donc l'État n'est plus aux commandes. C'est très intéressant que on avait eu aussi la même sentiment avant la Seconde Guerre mondiale avec des États qu'on considérait ne plus remplir leur rôle de protéger le citoyen. Et bien sûr, c'est complètement faux, hein. L'État est toujours aux commandes. Après, l'État ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais ça, il n'a jamais pu faire tout ce qu'il veut. Je veux dire, l'État ne peut pas inventer à partir de rien de la croissance. Donc, donc, si on se pose la question de savoir si l'État est maintenant sans pouvoir, on peut remarquer d'une part qu'il est toujours central pour l'économie. L'État est central pourquoi? Parce que c'est lui qui décide de la législation, ce qui va vraiment avoir un impact immense sur la relation du travailleur et employeur, mais aussi parce qu'il décide de toute la politique fiscale, de qui taxer quoi, comment, est-ce que c'est par la TVA, est-ce que c'est autrement. L'État est central pour l'économie. Ensuite, les relations internationales sont toujours basées, que je sache, sur cette unité fondamentale qu'est l'État. Quelqu'un qui affirme le contraire, enfin, on se souvient tous de Paul Huntington, le clash des civilisations. Je veux dire, il faut pas pousser sa thèse plus loin que ce que l'auteur veut affirmer. Il y a des divisions qui sont effectivement idéologiques, des décisions qui sont plus ethniques, mais la pièce fondamentale de toutes ces choses, ça reste l'État. Donc c'est quand même c'est quand même comme ça que s'organise le monde. Mais ça ne va pas être trop notre sujet. Mais on voit quand même qu'il y a des répercussions aussi pour l'économie, puisque si un État devient, je ne sais pas, prend le contre-courant du bloc auquel il appartient, devient par exemple fasciste en Europe. Bon, bah les autres États vont pas forcément trop aimer ça et vont le punir. Donc il va avoir des répercussions pour l'économie. Ou encore, on peut penser à tous les embargos qu'on fait sur certains pays, hein. Donc, mais nous, on va rester à un niveau beaucoup plus basique. On va pas entrer dans ces considérations.
et en même temps à un niveau où le citoyen peut beaucoup plus agir en désapprouvant ou en approuvant certaines politiques. Donc on va rester au niveau de l'économie domestique, de l'économie nationale. Lorsque les gens pensent qu'il y a une perte de pouvoir au profit, par exemple, de la finance internationale, bah, il nous faut mentionner ici que c'est vrai qu'il y a souvent captation des intérêts nationaux. Par captation des intérêts nationaux, on entend qu'un groupe de lobbyistes, un groupe de pression, un groupe d'industriels ou de financiers arrive par son réseau à obtenir des mesures qui lui sont avantageuses. Et comme on est en démocratie, en fait, ces mesures sont toujours déguisées. Hein. Elles vont jamais dire leur nom, évidemment. Elles vont jamais dire leur nom. Elles vont jamais dire leur nom. Et en général, le citoyen peu averti va en être victime, dans le sens qu'il pense que c'est une mesure qui résout quelque chose, alors qu'en fait c'est une mesure qui ne résout rien, dans le meilleur des cas, ou qui exacerbe le problème dans le pire des cas. Donc je vais essayer de mettre des exemples concrets, mais avant tout, j'aimerais parler, donc dans une première partie, on va parler des endroits où l'État est nécessaire, hein, et où il n'y a que quelques fous pour discuter sa nécessité. Et dans une seconde partie, on verra les domaines où l'État est carrément nuisible. Donc, où est-ce que l'État est nécessaire? Bon, ben, défense du territoire national, c'est ce qui vient à l'esprit, hein, donc je le mets en premier, gendarmerie, police. Quand même, on est en Occident, on pense que certaines personnes pensent que ça ne sert plus à rien, parce que, ben, je sais pas, elles vivent peut-être au pays des bisounours ou, en tout cas, c'est clair qu'on n'est pas en première ligne, hein. Il n'y a pas de menace évidente, mais je veux dire, penser que ce qui a été une constante au cours des années et des années, même depuis le début de l'État-nation, la défense du territoire est essentielle. Et elle l'est toujours. Je veux dire, c'est quand même la Chine qui dépense 10% en gendarmerie et police, qui augmente la taille de son armée. Je veux dire, elle le fait pas pour le plaisir. Il y a une raison. Hein, c'est important. Et cet élément-là, il pèse aussi économiquement, parce que, excusez, mais si vous voulez remporter des contrats dans un autre pays, dans un pays lointain, ou je sais pas où, et que vous avez deux porte-avions à côté, bah vous pesez quand même un peu plus, hein, que le petit pays inconnu en Europe, qui a peut-être un porte-avions après avoir fait beaucoup de publicité autour, parce qu'il en est très fier. Hein. Les alliances économiques et les alliances stratégiques ne sont pas séparables. Donc, l'État a un rôle à jouer dans la défense du territoire national, c'est clair. Il organise entièrement la défense du territoire national. Il pourrait, en Europe, bon là une petite digression, c'est qu'il faudrait une politique de défense commune. C'est assez évident pour pouvoir peser face aux États-Unis, par exemple. C'est assez évident qu'il faut fusionner toutes les armées en Europe. D'ailleurs, non seulement c'est bénéfique pour peser immédiatement hein, en relations internationales, parce que bon, actuellement l'Europe, question relations internationales, a des problèmes parce que personne ne comprend à qui s'adresser. C'est un bloc assez hétérogène avec des présidents de partout. Mais pour peser, avoir fusionné toutes les armées, ça augmenterait sacrément la taille de l'armée. Donc là, vous auriez votre mot à dire. Mais aussi pour unifier et renforcer le sentiment d'identité européenne. Parce que, par exemple, le père d'Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine, Philippe II, il avait créé une armée professionnelle. Et c'est ce qui a permis à ce petit État perdu au nord de la Grèce, fait d'un assemblage de tribus disparates, de prendre conscience d'une certaine unité. Et après, vous savez que c'est après qu'il a régné hein, sur toute l'Attique, sur toute la Grèce et plus encore. Donc bon, ça c'était une digression. Désolé, j'essaierai de ne pas en faire d'autres puisqu'on a déjà assez de choses à dire. On a la justice évidemment, et vous pouvez rajouter régulation, etc. Et enfin, on a l'éducation recherche. Je l'ai mis à la fin, mais c'est sans doute ce que j'aurais dû mettre au début.
Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi ce qu'on entend sur l'éducation et la recherche avec une part de plus en plus grande au privé est souvent complètement débile. Donc, prenons le cas de l'éducation et de la recherche. Supposons qu'on ait un produit économique désiré. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être iPad ou ce que vous voulez. C'est quelque chose qu'on aimerait atteindre. Bon, ben rien ne vient sans travail, n'est-ce pas, pour atteindre ce produit et pour pouvoir en faire un bénéfice en le produisant effectivement et en répondant à une certaine demande, une demande nouvelle, pas une demande de produit qu'on a déjà. Il y a un certain temps de recherche qui est nécessaire. Je m'y tends, mais en fait, ce vecteur temps, vous pouvez le voir comme aussi temps, effort et argent. Hein. Bon, et quel est le problème? Quel est le problème ici? C'est que les produits les plus intéressants économiquement, ceux qui font vraiment un saut qualitatif, hein, ceux qui ne sont pas de simples duplicata moins chers de produits qui existent déjà, eh bien, ils demandent beaucoup d'efforts pour être atteints, évidemment. Or, il faut prendre en compte que les individus ils travaillent à certains horizons et les entreprises c'est pareil. Donc, si vous avez une entreprise dont l'horizon d'investissement c'est ça, elle ne va jamais même commencer le programme. Ou si elle le commence, elle va s'arrêter lorsqu'elle jugera qu'il n'y a toujours pas, à ce niveau-là, ici, à ce niveau-là, il n'y a toujours pas de résultat. Elle se dit c'est trop loin. Elle a des contraintes de capitaux, elle a des contraintes vis-à-vis de ses actionnaires, elle doit justifier de résultats de manière des fois trimestrielle. Donc, elle va arrêter la recherche si elle a commencé et qu'elle pensait atteindre le produit mais qu'elle n'a pas réussi, ou elle ne va même pas la commencer si elle a correctement prévu qu'elle n'y arriverait pas. Et le produit économique désiré, bye bye. Hein. Vous pouvez toujours l'avoir, mais dans vos rêves. Donc, quand on dit que le privé répond automatiquement aux besoins des citoyens, c'est quel type de besoin? Je veux dire, si c'est juste pour acheter un stylo bille ou des produits complètement idiots qu'on nous vend, c'est vrai, le privé répond très bien. Il n'y a pas besoin d'éducation et de recherche pour ce genre de choses. Par contre, si vous voulez des choses un peu plus améliorées technologiquement, je pense que c'est plutôt l'État qui permet d'atteindre ce genre de choses. Parce que l'État a un horizon d'investissement qui peuvent se permettre, ou du moins les États qui sont pas, quand ils sont pas devenus aussi court-termistes que les nôtres, qui lui permet d'atteindre de franchir cette barrière qui est le maximum que le privé peut faire et d'atteindre le produit économique désiré. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Les gens vous disent que genre l'État pour l'innovation, ça ne marche pas ou que l'État devrait s'extraire de l'éducation et de la recherche. Mais si vous regardez toutes les grandes inventions, ça a été fait par des États et pendant les guerres. C'est-à-dire quand l'État avait le plus de motivation de voir suffisamment à long terme pour développer quelque chose de valeur. Vous pouvez citer le sonar, le radar, l'internet, tout ce que vous voulez. On va parler. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous pouvez chercher des exemples et vous verrez que cet horizon temporel, il est très important. L'horizon d'investissement du privé, souvent, est très court-termiste, ne vous permet pas d'atteindre de nouveaux produits. Donc le privé, sans l'aide extérieure via l'éducation et la recherche de l'État, s'enlise. Il s'agit d'une barrière temporelle, dans le sens que c'est juste parce que l'horizon d'investissement est trop court, vous avez des contraintes en capital, vous devez faire mieux que les concurrents et tout. Si vous avez des brevets appropriés, alors vous pourrez tirer un certain produit un certain bénéfice de ce produit. Mais des fois vous avez besoin de faire des découvertes qui ne peuvent pas être brevetables de toute façon et qui vont aider les concurrents. Donc ça aussi, ça dissuade complètement le privé qui disparaît complètement de cette slide. Et du coup, forcément, on essaie de vous faire croire que ce produit-là, en fait, il n'existe pas, que vous avez déjà tous les produits que vous désirez, même ceux que vous n'arrivez pas en fait à imaginer, via le privé uniquement.
Alors ça, j'ai dit c'est une barrière temporelle parce que c'est une différence entre le temps, l'horizon d'investissement du privé et des horizons plus longs nécessaires pour les produits qui peuvent rapporter le plus de bénéfices en fait, les produits les plus avancés. Il y a des sauts qualitatifs. Il y a aussi autre chose, c'est un autre type de barrière, on y pense moins. Euh, il s'agit de lorsque vous désirez un certain produit économique, toujours, et vous avez un certain horizon d'investissement, vous pensez pouvoir l'atteindre, vous vous dites c'est dans les temps, je peux y arriver, mais ça ne marche pas. Et cette barrière n'est pas temporelle, elle est carrément qualitative, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des produits économiques qui ont rapporté beaucoup ou qui ont été très utiles pour l'humanité, le, le produit n'a pas été obtenu par des chercheurs du privé qui se disaient on veut tel et tel produit bien défini, c'est dans notre business plan, on obtient les prêts de la banque et on investit. On peut penser par exemple à toutes les crèmes pour régénérer la peau, L'Oréal, machin. Ça ne marche pas, hein. Il n'y a pas eu la percée qualitative qu'il faudrait, hein. Parce que cette percée qualitative, elle est plus difficile à obtenir. Et donc, la plupart des produits intéressants, ils ont en fait été obtenus en faisant une percée qualitative que tout le monde qualifierait de résultat purement théorique, un résultat qui ne sert à rien. Et après, en laissant cet investissement privé retomber non pas de la ligne de départ où il y a toujours la barrière, mais depuis l'avancée qualitative qui avait été obtenue par cet investissement non directionnel du public. Donc vous avez des chercheurs qui s'amusent, des chercheurs fous qui s'amusent, qui trouvent des trucs qui ont apparemment aucun intérêt économique, tel quel, un théorème tel quel, hein, ça n'a pas d'intérêt économique. Et après, vous laissez faire au privé ce qu'il fait bien, c'est-à-dire utiliser le résultat théorique, cette percée qualitative, pour faire de l'argent. Donc, les écrans tactiles de l'iPad, je crois qu'ils sont basés sur une technologie qui existait déjà. La percée qualitative était là. Et c'est comme ça que des investisseurs privés intelligents arrivent à obtenir un produit économique et à faire de l'argent. Mais ils ne sont pas partis de rien. Je peux vous donner un autre exemple. Alors, par exemple, il y a un résultat d'arithmétique, je crois, qui était connu dès le 19e siècle, très simple, hein, très simple. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais personne pensait que ça peut servir à quoi que ce soit. On le regardait comme une jolie chose de la nature, une beauté, si vous voulez, des mathématiques, comme tout. Et il se trouve que c'est ce qui a donné l'algorithme de codage RSA à clé publique qui est employé partout. Donc vous utilisez votre carte bancaire, vous utilisez en fait le théorème. Le théorème, vous l'utilisez 10, 15, 20 fois par jour. Tous les messages codés, ou presque, sont en système RSA, clé publique, qui utilise ce résultat très simple, qui aurait été jugé par d'autres comme par certains réformateurs de l'éducation et de la recherche comme complètement inutile, parce que théorique, parce que ne donnant pas directement un produit économique. On peut penser à l'initiative de Sarkozy d'organiser la recherche suivant des projets de 3 ans. Donc 3 ans, même pour la recherche pure. Vous avez des chercheurs qui sont déjà passionnés et préoccupés de leur recherche, qui doivent monter des dossiers pour obtenir des bourses en justifiant que la percée qualitative qu'ils réalisent de manière quotidienne va effectivement entraîner des choses intéressantes au niveau pécunier, quoi. C'est absurde. C'est absurde comme beaucoup de choses qui se font en ce moment dans ce domaine, mais on va pas entrer dans ces détails. Alors, continuons maintenant par les endroits où l'État n'a rien à faire. Alors, j'ai classé ça en 4 points. En fait, ils sont assez différents. Il y a les mesures économiques à 2 balles, ce que j'appelle mesures économiques à 2 balles. C'est les semi-réformes, les petits contrats pour 10 000 personnes ou 100 000 personnes, qui vont absolument rien changer, évidemment, parce que leur degré d'application est trop faible.
En fait, tout ça sont des symptômes de l'état impotent, en fait, qui est tenu de faire quelque chose parce que certaines choses vont mal, mais ne se donne pas les moyens de les faire. Et des fois, vu comme il s'y prend, bah, c'est bien qu'il se donne pas les moyens parce que ça minimise le coût de ce type d'idiotie. Il y a les régulations tordues aussi. Les régulations tordues, je vais donner des exemples dans les slides qui suivent, mais bah, il y en a beaucoup. Hein. Je vais citer tout de suite Basel II, hein, la régulation bancaire. Ben, on peut le voir comme une cause directe des subprimes, hein, des crédits tétrisés. Estimez qu'il gère mieux votre argent que vous. Ça, c'est les cotisations sociales, en fait. Au lieu de vous le payer plus, ben l'État dit qu'il va mettre ça dans une caisse et puis en fait, il utilise l'argent pour autre chose. Ça aussi, je vais développer. Et le soutien aux intérêts privés particuliers, c'est-à-dire la captation des intérêts dont je parlais précédemment. Je vais donner encore quelques exemples parce que j'en ai vu tellement. Je vais donner juste deux exemples. Hein, et personnellement, ça me désole parce que c'est vraiment un gaspillage de ressources. C'est un gaspillage de ressources, toutes ces choses. C'est aussi se moquer vraiment de la tête des gens. Bon, commençons avec le cas de l'emploi actuellement en France. Donc en France, on est environ à 10% de chômage. Et bah, je pense qu'il serait bien de se rappeler pourquoi est-ce qu'un employeur va employer quelqu'un. L'employeur, il a une entreprise. Hein. Et s'il emploie quelqu'un de plus, il va obtenir certains revenus en plus. Enfin, faut espérer, à moins que ce soit quelqu'un qui sabote le travail. C'est parce que l'employeur estime que ses revenus marginaux, ça veut dire en plus, qu'il pourrait réaliser en employant quelqu'un valent la peine, que il va employer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut dire par valent la peine? Il faut que ça lui rapporte à lui en tant qu'employeur un bénéfice. Il faut que ça rapporte un bénéfice à l'entreprise. Donc supposons que ça c'est la valeur de richesse, les revenus marginaux réalisés, créés par le fait d'employer une personne de plus dans cette entreprise. Donc l'entreprise reste la même. Je rajoute une personne. Elle peut maintenant démarcher plus de personnes, conclure plus de contrats grâce à cette nouvelle personne. Et tout ce supplément de richesse, je l'appelle revenu marginal réalisé. Et je le symbolise en hauteur par sa valeur. Bon, la différence entre un salarié et un esclave, c'est que le salarié, on lui donne un salaire. Voilà. Donc, il y a le salaire net de l'employé qui a à soustraire du point de vue de l'entreprise des revenus marginaux réalisés. Donc, ça soustrait. Ensuite, il y a les impôts et taxes que va payer l'entreprise sur les revenus dégagés. Donc, pour exister, elle paye à l'État des impôts et des taxes. Et enfin, vous avez les cotisations sociales. Quel est le profit net ici? Zéro. Si j'additionne le salaire net de l'employé, les impôts et taxes et les cotisations sociales, ben il vaut mieux pour l'entreprise ne pas embaucher la personne. Donc ça sera souvent le cas. Il y a plein de personnes en ce moment qui sont au chômage à cause de cette partie en particulier. Cette partie est injuste. J'affirme qu'elle est injuste. Pourquoi? Ce n'est pas comme si ce n'est pas comme si c'était de cette couleur, c'est-à-dire comme si on allait vraiment le donner à l'employé une fois qu'il partira à la retraite. Je veux dire, maintenant on est quand même dans une situation où les gens savent qu'ils auront peu ou pas de retraite et que les cotisations sociales actuelles sont en fait peu de différence avec les impôts et les taxes puisqu'elles sont utilisées toutes les deux pour les dépenses courantes de l'État. C'est-à-dire que l'employé, en fait, quand il sera vieux et qu'il partira à la retraite, il n'aura pas droit à ça. Donc, idéalement, dans un pays qui a un grand taux de chômage comme la France, il faudrait baisser suffisamment les cotisations sociales de manière à ce que les revenus marginaux réalisés deviennent plus grandes que la somme de ces trois termes.
baissons un peu les impôts aussi. Et vous voyez qu'ici, cette personne serait employée, mais tout juste. Même pas parce que l'incertitude va faire que il le sera probablement pas. Donc, mettons que les revenus marginaux réalisés, bah, il était encore plus productif. C'est vraiment une entreprise efficace qui a besoin d'employer malgré tout ça. Là, elle va effectivement employer. Et vous pouvez faire plein d'autres conneries. Vous pouvez avoir un haut taux de chômage et les gens vous demandent des protections et vous décidez d'augmenter bah, le salaire net. Donc, vous fixez un salaire minimum, vous augmentez tout ça, paf, augmentons le salaire minimum, l'État régule, et voilà. Et maintenant, au lieu d'avoir un salaire plus petit et de travailler, bah, grâce à ce salaire minimum, vous êtes au chômage. Voilà, c'est bien. Donc, le salaire minimum comme solution, ce n'est pas toujours vrai qu'on a autant de chômage de ce type. Hein. Bon, mais même en laissant tomber de côté le salaire minimum, comme je vous ai expliqué, les cotisations sociales qui sont en ce moment environ là, autant que ce que perçoit l'employé, pour des dépenses incontrôlées et incontrôlables, et qui augmentent le taux de chômage en permettant pas à ce type d'employé d'être effectivement recruté, c'est une absurdité, mais au plus haut point. Donc, à la limite, personnellement, je suis pour un contrat de travail unique, mais il y a déjà les gens qui ont de bonnes conditions et on va pas les déloger. Hein. Ils n'accepteront jamais un truc comme ça. Donc personnellement, mon idée, ce serait deux types de contrats. Un, le nouveau. De toute façon, ce nouveau salarié, il sait on va arrêter de lui mentir en lui disant qu'il aura une retraite, puisque de toute façon, il n'aura pas de retraite. Et en échange, on va baisser ses cotisations sociales de manière à ce qu'il puisse être employé. Alors au passage, rapidement, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux gens qui n'auront pas de retraite? Il y a bien sûr, il y a l'argument simplement après moi le déluge, donc chaque candidat essaye de filer la patate chaude au suivant. Mais il y a aussi l'argument économique suivant, c'est que quelqu'un qui n'a pas de retraite va commencer à épargner pour sa retraite. Il va épargner lui-même, donc il va prendre une certaine portion de son salaire. Hein, si vous voulez, ce serait une haute cotisation sociale, mais celle-ci, elle serait pas volée par le gouvernement, hein, parce que en fait, le gouvernement vole puisqu'il utilise les cotisations sociales avec ce système de payer les plus des actifs qui payent pour les passifs. Ils utilisent les cotisations sociales de la même manière que les impôts et les taxes. Quelqu'un qui contrôle pas son budget, ce type de cotisation sociale, c'est pas un cadeau pour l'employé actif, ni pour l'employé qui est au chômage à cause d'elle. Mais disons que là, il y aurait donc une partie de son salaire que l'employé mettrait de côté, le salarié mettrait de côté pour lui-même, hein, sur son compte, pour plus tard. Et ça causerait un ralentissement dans l'économie, puisque les dépenses de consommation actuelles diminueraient en proportion de cette épargne préventive du salarié. Donc, la solution de nos gouvernements, c'est de nous mentir, de nous dire qu'on cotise socialement pour nos retraites, en mettant ça là, même si ça cause une bonne partie de la population d'être au chômage, et d'utiliser cet argent et celui-ci pour avoir les politiques économiques qu'on va voir. Bon, le résultat de ça, la somme de ces trois plus grands que ça, c'est une situation absurde avec un chômage trop élevé, des recettes de l'État qui sont donc en chute libre, et de l'argent aussi en plus pour les intérêts privés particuliers. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, j'ai intitulé cette slide Aidons les puissants. Je vais prendre des exemples. On vous prend l'exemple de l'immigration. L'immigration économique, elle est censée être bien dans le régime bien-pensantisme, de manière inconditionnelle. On se demande pas la question qui en profite. Alors en fait, si on regarde dans le BTP, il y a beaucoup d'immigrés illégaux qui arrivent à se faire employer par le BTP. Ne me demandez pas comment, mais on l'estime à environ 40%. Donc
Environ 40% des gens qui travaillent dans les super grandes compagnies genre Bouygues etc. sont en fait travaillent pour moins que ce salaire minimum et enrichissent ces compagnies. Maintenant, qui paye pour le poids de ces faibles revenus? C'est évidemment le public, c'est-à-dire l'État. Donc après, ne pas s'étonner d'un déficit. Un autre exemple, soutien à l'immobilier. Sarkozy et plein d'autres, il y a plein de lois, de défiscalisation et tout pour pousser les gens à investir dans l'immobilier. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, pourquoi veut-on soutenir un immobilier qui est dans une phase de bulle avec des prix des actifs qui sont évidemment trop élevés par rapport aux revenus moyens? Là encore, posez-vous la question. Pourquoi veut-on soutenir l'immobilier? Qui est-ce que ça aide? Bon, encore les grands constructeurs comme Bouygues, que j'aime décidément beaucoup. Tous les autres, ils sont tous pareils. Je cite juste Bouygues parce que j'en connais pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que tous les lobbyistes de l'immobilier sont servis ici. Ensuite, il y a tous les gens qui ont beaucoup d'appartements. Alors les gens qui ont 5 ou 6 appartements à Paris, etc., il y en a. Hein. Et vous pouvez bien imaginer que ça les arrange d'avoir des prix plus élevés. Ce ne sont pas des primo-accédants. Et enfin, il y a ceux qui sont bernés, donc la masse, toujours, souvent, qui pensent que le petit appartement qu'ils ont acheté vaut vraiment plus, puisque maintenant ils peuvent le vendre pour plus qu'ils l'ont acheté. Et donc ils sont contents d'une augmentation du prix de l'immobilier, sans s'apercevoir que de toute façon ils doivent bien vivre quelque part. Donc même s'ils vendent cet appartement et qu'ils veulent en racheter un autre, ils ne font aucun gain. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils payent des frais de transaction, 10% de taxes à l'État lors d'une vente et lors d'un achat. C'est tout ce qui arrive. Bon, la quasi-totalité de la politique économique, c'est des choses comme ça. Hein. C'est vraiment des choses en l'air ou captées par les intérêts des puissants. On va terminer avec des beaux exemples de régulation. Alors, de nos jours, on entend toujours c'est horrible ce qui s'est passé, il faut réguler. Alors, vous avez le Dodd-Frank Act qui va réguler le système bancaire maintenant aux États-Unis. Il paraît que ça prend environ 10 000 pages. Donc c'est une régulation qui prend 10 000 pages, qui va bien employer des cabinets d'avocats des deux côtés, du côté de l'État et du côté de toutes les banques qui devront se mettre en accord avec ces régulations. Donc là, qu'est-ce que je vois? C'est une croyance en les systèmes compliqués. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque les choses devraient être simples, je remarque que les gens, dans la vie de tous les jours, veulent toujours les compliquer. Genre, plus ma régulation est compliquée, mieux elle est adaptée à la structure, je sais pas, du marché ou de ceci ou de cela. Et donc, mieux elle va fonctionner. Et si, en fait, dans le passé, on voit que ces régulations trop compliquées, elles n'ont jamais fonctionné, pas de problème. On va compliquer encore. On va créer encore plus de régulations, employer encore plus d'avocats. Et ça a des conséquences, toutes ces choses. Parce que d'abord, pourquoi les régulations compliquées marchent pas? Parce que les agents s'adaptent. C'est-à-dire que si vous interdisez tel ou tel produit bancaire à une banque, elle va en créer un autre qui est autorisé. Et la régulation, elle est beaucoup plus lente. Elle est en retard. Non seulement elle est lente, mais les gens qui font la régulation, on a vu avec les subprimes des États-Unis, ce genre de crédit, c'est que soit ils sont complètement inefficaces, soit ils sont aussi en sous-effectif, mais il y a des raisons politiques pour ça. Et les raisons politiques de leur sous-effectif ou de leur inefficacité ou de leur tacite collusion avec les banques commerciales, c'est simplement la captation des intérêts nationaux par une industrie qui a vraiment les ressources et l'argent pour le faire. Et un autre effet de la régulation que j'aimerais mentionner, c'est que plus vous demandez plus vous renforcez la régulation et vous les faites des systèmes compliqués, plus toutes les petites banques qui auraient pu être en compétition, qui auraient pu créer une diversité, je parle des banques mais c'est vrai pour n'importe quoi, c'est vrai pour un commerce, c'est vrai pour un restaurant aussi, vont pas pouvoir avoir les ressources d'être en règle avec la régulation.
Donc vous découragez la compétition, vous renforcez la concentration, en particulier dans les banques, c'est complètement absurde. Et donc vous faites encore une belle idiotie. Et c'est ce qui est en train de se faire. Pourquoi certaines régulations ont été des réussites? Séparer les activités d'investissement de l'activité de dépôt et des activités de prêt aux entreprises. Ça, c'est un truc clair. C'est une régulation nette. C'était style glace. Ça a fonctionné. Maintenant, faire des Dodd-Frank et des trucs compliqués, ou des Basel II, ou alors, pour juger du risque d'une banque, on va pondérer ses actifs par leur degré de risque, mais vous savez comment on évalue le degré de risque de ces actifs? Vous savez comment Basel II s'y prend, comment les régulateurs s'y prennent? Ils demandent une bonne notation de la part des agences de notation, les Moody's, les Standard & Poor's. C'est-à-dire, ils donnent un pouvoir législatif à des agences dont on sait qu'elles diminuent l'efficacité du marché parce que tout le monde croit en leurs notes de manière indistincte, sans faire attention du tout, sans faire du tout le travail d'évaluer la valeur de l'actif sous-jacent. Je ne vais pas évaluer la valeur d'une telle obligation. Je sais, c'est noté AAA, c'est bon, j'achète. Et puis, mince, les subprimes étaient notés AAA. En fait, la titrisation est quelque chose qui permettait de créer des tranches notées AAA, donc notées très bien par ces agences Moody's, Standard & Poor's, Fitch, etc., pour justement pouvoir servir des investisseurs qui étaient tenus par les régulateurs de n'investir qu'en bons AAA. Donc vous avez l'État qui a fait une régulation stupide, qui a donné le pouvoir à quelques grands puissants, les agences de notation, pour un résultat qu'on connaît. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques éléments de réflexion concernant le rôle de l'État dans l'économie, et que la prochaine fois qu'un État veut faire une régulation trop compliquée, vous saurez dire non, stop, ça ne va pas marcher, parce que ça ne marche jamais. Le privé trouve toujours le moyen de contourner la régulation, de s'adapter. Ça, il n'y a pas de problème. Le profit motive ces gens-là. Le profit ne motive pas les gens qui créent les systèmes compliqués. Ils veulent juste créer un gros système, en être l'auteur et s'asseoir dans leur bureau. C'est la dérive bureaucrative, administrative. Et plus ils sont compliqués, ces systèmes, plus ils pourront requérir de ressources de la part de l'État et des gens qui payent donc leurs taxes, vont voir leurs taxes payées des bureaux entiers énormes pour juste contrôler ces gros systèmes complexes de régulation. Et c'est vrai de manière plus générale. Ensuite, j'espère que vous aurez que vous vous poserez toujours la question quand il y a une politique qui apparaît pour aider le quidam, est-ce que ça aide vraiment le quidam ou est-ce que ça aide des groupes bien particuliers avec un pouvoir de pression sur le gouvernement bien particulier ou qui siègent parfois carrément au gouvernement. Et enfin, j'espère que vous saurez que les cotisations sociales ne sont actuellement pas du tout mises de côté pour le salarié employé, que ça pourrait tenir si on savait que les futurs salariés allaient effectivement payer les mêmes cotisations sociales et payer la retraite des précédents, mais que maintenant, plus personne ne croit ça. Et donc, il faut peut-être, surtout quand on est à 10% de chômage, essayer de diminuer les cotisations sociales, et faire confiance aux gens. Cet employé, il veut travailler, il a besoin de cet argent. Pourquoi est-ce qu'on le laisserait pas choisir de comment l'utiliser? On préfère le mettre au chômage et continuer à taxer. Mais c'est une situation vraiment triste. Voilà, donc les mesures économiques à 2 balles, les régulations tordues et estimer qu'il gère mieux votre argent que vous. Et enfin, le soutien aux intérêts particuliers. Et ça, c'est énorme. Vous avez aussi des choses énormes qui se passent. De l'aide européenne qui va, par exemple, à certains pays en développement. Et on pense que c'est bien, on pense que c'est pour développer ces pays. Mais vous avez des dettes. La France emprunte à la Chine. Pourquoi donnez-vous de l'argent à l'Égypte? Vous vous posez pas la question. Vous pensez que c'est vraiment
pour aider le développement de l'Égypte, pour, je sais pas, une affinité particulière. J'ai pris un exemple, j'ai pris l'Égypte, mais ça peut être n'importe quel autre pays qui reçoit cette aide. Pourquoi? Ben, sans doute que l'argent public est utilisé par les gens en place dans ces pays, qui demandent, ben voilà, donnez-nous notre aide, sinon on va voir les Américains et on donne les contrats du pétrole, on le donne à Exxon plutôt qu'à Total. Hein, on favorise pas vos entreprises. Alors là, vous avez des intérêts particuliers dans le pays qui se mettent à faire pression sur le gouvernement pour que l'aide arrive. Et c'est tout un équilibre comme ça, complexe, où finalement le public en arrive à payer et à jamais recevoir, et du coup forcément, ben, forcément aux surprises, il y a un déficit.